Donc bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire aujourd'hui avec Michel Tozzi, qui va aujourd'hui nous parler des différents questionnements d'une discussion à visée démocratique et philosophique qu'on peut mener à l'école primaire en particulier. Bonjour Michel. Donc on va commencer par une petite présentation par Michel et puis après des questions et des réponses et des retours sur les différentes choses dont il aura parlé. Bien, bonjour à toutes et à tous. Ce que je vois, si vous voulez, c'est que on a un groupe donc qui est très hétérogène, puisqu'il y a à la fois des gens du primaire, des gens qui ne le sont pas, des gens qui ont déjà pratiqué la discussion à visée démocratique et philosophique et des gens qui ne l'ont, disons, jamais pratiqué. Il y a aussi des gens qui ne sont pas enseignants. Donc le public est très hétérogène. Alors, peut-être que certains d'entre vous, je sais que certains d'entre vous, oui, ont déjà donc participé à une discussion à visée démocratique philosophique dans le cadre de ce webinaire. Nous en avons fait deux. Il y en a une que j'ai animée et il y en a une que animée donc Anne Pédron. Il y en aura une autre dans quelques temps sur sécurité et liberté. Mais aujourd'hui, il n'y aura pas à proprement parler d'expérimentation. Je ne vais pas animer une DVDP. Mais par contre, on m'a demandé de répondre à un certain nombre de questions que les gens se posent, qu'ils l'aient pratiquées ou qu'ils ne l'aient pas, disons, pratiquées. Donc, je vous propose de procéder, disons, en trois temps. Donc, dans un premier temps, j'aimerais, puisque la référence du Padlet vous a été, disons, envoyée, que Roselyne partage avec nous donc, mon Padlet. Si c'est possible, Roselyne, de le partager. Alors, j'ai essayé de mettre précisément sur un seul Padlet un ensemble, disons, de ressources sur une seule page. Et lorsque vous êtes intéressé par tel ou tel aspect, à ce moment-là, ben, vous cliquez sur ce qui vous intéresse et là apparaît soit une vidéo, soit un article, si vous voulez. Voilà. Et puis, j'avais demandé à Roselyne, voilà donc mon Padlet. Donc, vous voyez finalement donc, les colonnes qui peuvent vous intéresser. C'est d'une part la colonne Philosophie avec les enfants, qui se trouve donc, c'est la deuxième colonne, Philosophie avec les enfants. Et là, vous allez voir, tu peux la baisser, voilà, tu peux la baisser, un certain nombre de choses, si vous voulez, sur les différents courants, les différentes méthodes, la communauté de recherche de Mathieu Liebman. Alors, la discussion à visée philosophique, ça, c'est un article assez intéressant parce qu'il décrit le dispositif de manière très précise. Et puis ensuite, après, vous allez trouver des articles sur deux processus importants qui permettent un peu plus bas de faire en sorte qu'une discussion soit vraiment à visée philosophique. Mais de toute façon, dans la colonne à 3, là, vous voyez, vous avez par exemple conceptualisé. Ça, c'est très intéressant parce que la conceptualisation, c'est un des processus de pensée qui permet de rendre la discussion à visée philosophique. Et j'ai pris l'exemple, c'est juste après dans la colonne 3, conceptualiser le temps. Où là, il y a toutes les manières, si vous voulez, de rentrer dans le problème du temps. Par exemple, avec les élèves, je fais est-ce que le temps passe toujours à la même vitesse? Et ça, c'est très intéressant parce qu'ils ont à la fois l'expérience de la montre, où le temps passe toujours à la même vitesse, une seconde et une seconde. Ils ont aussi l'expérience du jeu, où le temps passe très vite, et l'expérience aussi de l'ennui, où le temps passe très lentement. Et donc là, j'explique un petit peu toutes les façons de conceptualiser, disons, la notion du temps. Voilà. Ensuite, vous avez, tu peux aller sur la droite, là, il y en a encore deux. Mais il y en a une qui est importante pour vous, c'est la formation, si vous voulez. Voilà, formation. Sur cette, ici, vous avez le questionnement des professeurs donc, débutants, donc avec un certain nombre, disons, de réponses là-dessus. Les questions que l'on peut se poser sur la DVDP, c'est à ces questions que je vais essayer de répondre un petit peu, disons, aujourd'hui, plus bas. Ensuite, on a une typologie des difficultés, c'est-à-dire quelles sont toutes les difficultés auxquelles on est confronté, et surtout quand on en a déjà, disons, pratiqué, quelles sont les pistes, disons, pour les surmonter. Là, ensuite, vous avez, assez intéressant, observer une DVDP, de manière à pouvoir, disons, analyser la façon dont elle s'est passée. Et voilà, et puis ensuite, d'autres articles, disons, sur la formation. Par exemple, là, vous avez les indicateurs des processus de pensée, c'est-à-dire quand j'analyse une séance, par exemple, que j'ai fait, comment savoir si effectivement j'ai fait une discussion qui est véritablement à visée philosophique et non pas simplement un simple échange, si vous voulez, d'opinion.
Donc voilà, donc sur ce Padlet, vous allez donc trouver beaucoup de choses. Il y a une autre source qui est très, très, très importante, c'est Diotim, donc la revue sur les nouvelles pratiques philosophiques. Si tu peux, Roseline, partager maintenant Diotim. Voilà. Alors, Diotim, c'est une plateforme qui a recueilli à peu près, il y a une 1500 articles, disons, à l'heure actuelle, et sur lesquels on va trouver, voilà, là vous avez le dernier numéro, qui est le numéro 87, qui s'est passé donc en janvier. Le prochain numéro, numéro 88, donc paraîtra donc le 1er avril. Et cette plateforme va continuer, disons, sous cette forme, en tout cas jusqu'à la fin du mois de juin. Et là, vous voyez, si tu remontes un peu, vous avez des index. Tu peux remonter à droite, vous voyez. Vous pouvez aller soit sur des thèmes, soit des pays qui vous intéressent, puisqu'il y a pas mal de pays, hein, soit des auteurs. Et puis ensuite, vous avez aussi tous les sommaires par ordre dégressif, 87, 86, 85, 84, etc., etc. Et ça peut vous aider, si vous voulez, donc à trouver soit un auteur, soit un pays qui vous intéresse, soit un thème qui vous intéresse, soit un article que vous avez repéré, disons, dans un des numéros. Voilà. Donc, Diotim, si vous voulez, d'une part, et mon Padlet, d'autre part, sont des éléments de ressources absolument, disons, fondamentaux pour prolonger un petit peu ce que je vais dire. Voilà, donc je vais procéder en deux temps. Dans un premier temps, donc, je vais vous répondre un petit peu à des questions qui m'ont souvent été posées, qui reviennent tout le temps, soit lorsqu'on n'a pas encore commencé les DVDP, soit quand on les a commencés, si vous voulez, mais que on rencontre des difficultés. Alors souvent, on pose la question suivante, quand finalement peut-on commencer des DVDP? Alors, en grande section de maternelle, j'ai travaillé pendant 2 ans en grande section de maternelle avec Alain Delsol. Et alors, je pourrais y revenir, si vous voulez, disons, dans votre questionnement sur comment organiser, disons, une grande section de maternelle. Mais j'ai pas mal, disons, d'étudiants que j'ai formés à la DVDP qui, eux, ont franchi le pas et qui ont commencé en moyenne section de maternelle. Il fallait le faire. Moi, je n'avais pas osé. Eux, ils l'ont fait. Donc voilà, c'est intéressant, disons, de ce point de vue-là. Alors, beaucoup de questions me sont posées sur la durée, un petit peu. Hein. Alors, la durée est proportionnelle à l'âge des enfants. C'est-à-dire, plus ils sont jeunes, moins ça dure de temps, si vous voulez, parce que le temps d'attention est faible quand les enfants, disons, sont tout petits. En grande section de maternelle, moi, j'essaye de ne jamais dépasser, par exemple, une dizaine de minutes. Et je fais toujours suivre, de toute façon, d'une séance beaucoup plus courte, disons, d'analyse. On demande au président de séance comment les choses se sont passées, au reformulateur s'il a eu des difficultés, etc., etc. Donc là, en grande section de maternelle, si vous voulez, 10 minutes de discussion et puis 5 minutes pour analyser un petit peu donc, les différents rôles. Au niveau du cycle 2, c'est plutôt 20 minutes, avec après 5 bonnes minutes, 5 à 10 minutes si vous voulez, donc pour analyser la séance à partir des rôles, de ceux qui ont parlé, de ceux qui ont eu des difficultés à parler, etc. Donc, et puis pour savoir s'ils ont éprouvé des difficultés, par exemple à essayer de définir les mots, à poser des questions, à répondre à des questions, à trouver des objections. Voilà, c'est tout ça qu'on fait dans cette séance d'analyse, donc qui poursuit la séance. En cycle 3, donc avec les CM1 et les CM2, je fais des séances à peu près de 45 minutes, avec une dizaine de minutes d'analyse après, ce qui fait 55 minutes si vous voulez. Mais donc l'avantage au niveau de l'école primaire, c'est qu'on n'est pas pris aussi par le temps. Et suivant la façon dont on a organisé ça, on peut continuer, même si, parce qu'il se trouve que les enfants peuvent éprouver vraiment le besoin de continuer un petit peu à discuter, et donc on peut prolonger un petit peu, disons, la séance. J'ai beaucoup de questions aussi sur le nombre d'élèves. Beaucoup de gens me disent, oui, mais moi j'ai une classe, 25, c'est beaucoup, bon, etc. Donc, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors là, il y a deux possibilités. Ou bien on fonctionne avec des collègues en décloisonnement, si vous voulez, donc c'est-à-dire que pendant que bon, la moitié de la classe fait occitan ou musique, etc., l'autre moitié fait atelier philo. Ou bien, autre possibilité, on travaille avec les ATSEM, et l'ATSEM prend la moitié à ce moment-là, disons, de la classe, moi je prends l'autre moitié, puis ensuite, donc, nous inversons. Quel est l'intérêt d'avoir moins d'élèves? C'est que moins il y a d'élèves, plus il y en a qui parlent, disons, spontanément. Ça, c'est une loi des groupes, que plus on est nombreux, moins il y en a qui parlent, si vous voulez.
C'est la raison pour laquelle, dans mon dispositif aussi, là je vais en parler, je vais essayer de trouver quelles sont les règles qui permettent au maximum d'élèves, disons, de s'exprimer. Une autre possibilité aussi de diminuer le nombre d'élèves, c'est de mettre des observateurs. Par exemple, supposons un cycle 2, par exemple, supposons 40 minutes, et bien, pendant les 20 premières minutes, j'ai la moitié de la classe qui est assise en rond, si vous voulez, et les autres forment un deuxième cercle autour avec pour objectif noter les idées essentielles de ce que sont en train de dire vos camarades. Et dans un deuxième temps, donc pendant les 20 minutes donc, qui suivent, ceux qui étaient sur le deuxième cercle viennent sur le premier cercle. Et à ce moment-là, ils disent, par rapport à ce que leurs camarades viennent de dire, là ils ont un petit peu, disons, leurs notes, ben voilà ce que je pense de ce qui a été dit par les camarades. Et à ce moment-là, on enchaîne, si vous voulez, donc, la discussion. Donc voilà un petit peu pour le nombre d'élèves. Tous les dispositifs qui permettront de diminuer, disons, le nombre d'élèves sont positifs parce que ça permet à plus d'élèves, disons, d'intervenir. À ceux qui ont le maximum d'élèves qui interviennent, c'est un objectif démocratique, c'est un objectif citoyen, parce que quand on parle, disons, dans un groupe, on développe une compétence à parler en public, qui est une compétence sociale, qui est une compétence citoyenne. Et puis, deuxième élément au niveau du contenu, souvent, c'est en parlant qu'on formule et qu'on précise, disons, sa pensée. Donc, on a intérêt, pour ces deux raisons citoyennes et réflexives, à ce que le maximum d'élèves parlent. Alors, pour que le maximum d'élèves parlent, j'ai expérimenté plusieurs types de règles. Et je suis arrivé à stabiliser finalement un ensemble de 5 règles, et il ne faut pas qu'il y en ait trop, qui sont combinées entre elles. L'expérience me montre qu'avec ces 5 règles, le maximum d'élèves qui parlent. Première règle, on lève la main pour prendre la parole. Ça, c'est pas évident, parce que lever la main, alors que les élèves veulent spontanément, disons, parler, c'est, disons, tout un apprentissage. Hein. Deuxième règle, si vous voulez, quand on a levé la main, on intervient par ordre d'inscription. C'est-à-dire que dans mon dispositif, le président de séance, il a inscrit les élèves et au fur et à mesure qu'il a donné la parole à un élève, il prend à ce moment-là, disons, l'élève qui est à la suite, si vous voulez, par exemple, de sa liste. Ce qui fait et puis, chaque fois qu'il y a un autre élève qui lève la main, il inscrit en bas de sa liste. Ce qui fait qu'il sait qui a déjà parlé, c'est tous les élèves qui sont barrés, et puis l'élève qui n'est pas barré, c'est celui qui vient ensuite dans sa liste, et dès qu'il lui a donné la parole, il le barre. Vous voyez, il y a des petits moyens très importants pour aider dans leur cahier des charges, finalement, les différentes fonctions donc, des élèves. Donc, il y a un ordre d'inscription. Troisième règle, si vous voulez, on donne la priorité à un élève qui ne s'était pas exprimé jusqu'à maintenant et qui lève la main. C'est-à-dire tout élève nouveau qui demande la main, qui n'avait pas parlé jusque-là, a la priorité pour intervenir. Il intervient, si vous voulez, donc tout de suite, hors l'ordre d'inscription, puis on revient ensuite, si vous voulez, donc à l'ordre d'inscription. Et on s'aperçoit que ça facilite beaucoup la parole pour un certain nombre d'élèves qui, s'ils doivent attendre, etc. Donc, mais là, ils savent que dès qu'ils ont levé la main, ils pourront donc parler, donc c'est très important pour eux. Alors, au bout d'un certain temps aussi, le président de séance peut, ce que j'appelle tendre la perche aux élèves qui ne se sont pas exprimés du tout jusqu'à maintenant. Et alors, moi, j'ai fait pas mal de statistiques sur les 5 à 600 ateliers philo donc, que j'ai animés. Je me suis aperçu finalement que lorsque un élève tend la perche à un de ses camarades qui n'a pas encore parlé, eh bien, c'est curieux, mais 1 à 2 fois sur 3, c'est quand même pas mal, eh bien, cet élève l'apprend, alors qu'il n'aurait pas parlé du tout. Et donc, ça, c'est un moyen pour aider donc, les élèves, si vous voulez, donc, à parler, et ça augmente le taux, si vous voulez, donc, de participation. Et cinquième règle qui est très importante, on a le droit de se taire. Et ça, c'est extrêmement curieux, mais parce qu'on a le droit de se taire, il y a un certain nombre d'élèves qui ne sentent pas la prise de parole, c'est-à-dire la réponse à une question que pose l'enseignant comme une espèce d'interrogatoire. Parce qu'il y a un droit de se taire, il y a des élèves donc, qui se mettent à parler. Donc ça, c'est extrêmement intéressant dans ces 5 règles. Un procédé aussi que j'utilise beaucoup, qui est très intéressant, c'est qu'à un moment donné, on arrête, disons, dites ça fait 5 minutes ou ça fait 10 minutes donc qu'on parle ensemble. On va s'arrêter maintenant. Évidemment, il faut que les élèves sachent déjà un petit peu écrire, donc c'est à partir du CE1, si vous voulez. On s'arrête un petit peu. Alors, cette question-là, qui est inscrite au tableau, quels sont les avantages et les inconvénients de grandir, où vous en êtes, vous ?
et vous écrivez 2 ou 3 phrases, disons, là-dessus. Et alors, le président de séance va donner en priorité la parole aux élèves qui ont écrit quelque chose, mais qui n'étaient pas intervenus jusqu'à maintenant. Donc, c'est beaucoup plus facile pour un élève de lire ce qu'il a écrit que de faire l'effort de lever la main pour demander la parole avec, à ce moment-là, 20 paires d'yeux, si vous voulez, donc qui vous regardent. Et si l'élève est vraiment très timide ou a des difficultés pour intervenir, il y a toujours la possibilité de demander à son camarade, qui est souvent d'ailleurs un copain ou une copine qui est à côté de lui, tu peux lire ce que ton camarade a écrit? Comme ça, on connaît un autre point de vue, disons, sur la question. Donc la question ces règles sont des règles finalement, disons, bon, les 5 règles dont je vous ai parlé sont des règles donc démocratiques et elles permettent au maximum d'élèves donc d'intervenir. Autre question qui m'est souvent posée, bon, les élèves interviennent, mais à un moment donné, disons, ça tourne en rond. Il y en a un qui donne un exemple, un autre dit moi aussi, qu'est-ce que l'amitié? Ah ben moi, Valérie, c'est mon ami, ah moi, c'est Laurent, ah moi, c'est Frédéric, etc., etc. Et donc, alors, ce n'est pas inintéressant parce que chaque élève rentre à ce moment-là, disons, dans la discussion, ce qui est très intéressant, parce qu'il était muet jusqu'à maintenant. Mais du point de vue du contenu, ça ne me dit rien, si vous voulez, de me donner un exemple d'amitié, de ce que c'est, disons, que l'amitié. Donc, à un moment donné, comment on va faire pour éviter qu'une discussion tourne en rond? Eh bien, on va poser à la classe une question. C'est pour ça que pour préparer ces séances, il est bon qu'on ait une liste de questions. Et lorsque, bon, ben, soit les élèves n'ont plus rien à dire sur une question qui a été posée, soit ben, ça tourne en rond, on pose à ce moment-là, disons, une question. Et une question, c'est intéressant parce qu'une question, c'est ce qui met chaque élève individuellement, mais aussi la classe, disons, en recherche. Parce que quand une question est posée, on cherche à répondre. D'ailleurs, vous savez, vous en faites à l'expérience, chaque fois que vous posez une question, vous allez avoir, avec des élèves qui sont jeunes comme ceux de l'école primaire, plusieurs mains tout de suite qui sont levées, quoi. Donc, vous voyez l'intérêt de la question pour pouvoir relancer le débat. Un autre élément, c'est qu'il ne suffit pas que les élèves répondent aussi, mais il faut qu'ils sortent des exemples, il faut qu'ils sortent aussi un petit peu de leur vécu, puisque la pensée philosophique, c'est une pensée qui va essayer d'abstraire, si vous voulez, et de généraliser. Donc là, je vous renvoie d'abord Padlet à la vidéo en CM2, donc avec des enfants de 10 ans, sur pourquoi il faut des règles, pourquoi faut-il des règles, hein, faut-il des règles, si vous voulez. Donc ça, c'est quand même, disons, intéressant. Et on s'aperçoit donc à ce moment-là qu'il faut toujours commencer par donner des exemples, parce que l'exemple, c'est quelque chose de concret. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une règle? Bon, ben, en classe, par exemple, bon, ben, les élèves vont dire il ne faut pas parler quand l'enseignant parle, par exemple, ou il ne faut pas crier dans la récréation, il ne faut pas se pousser. Donc, la règle, c'est ne pas se pousser. Et donc, ils vont donner des exemples. Alors, si on sort, par exemple, de l'école, est-ce que vous connaissez des règles dans le sport? Ben oui, par exemple, disons, au foot, il va falloir, au foot, il ne faut pas prendre le ballon, par exemple, avec les mains. Voilà une règle. Il est interdit de prendre le ballon avec les mains. Et puis, il donne toutes sortes d'exemples. Mais tout le problème, après, ça va être de passer de cette multiplicité d'exemples, si vous voulez, à la définition. Qu'est-ce qu'une règle? Ben là, on a vu, par exemple, tout un exemple de ce que c'est que les règles, etc. Est-ce que vous pourriez maintenant essayer de définir ce que c'est qu'une règle? Et il y a un élève à ce moment-là, disons, qui dit, une règle, c'est ce qui m'interdit quelque chose. Et alors la reformulatrice à ce moment-là dit, oui, une règle, c'est ce qu'on m'impose. Il y en a un autre qui dit à ce moment-là, une règle, c'est ce qui met de l'ordre. Sinon, à ce moment-là, c'est complètement le bazar. Voilà. Donc, et là, évidemment, c'est pas la même chose de dire un exemple, il est interdit de toucher au foot le ballon avec la main, et de dire une règle, c'est quelque chose qu'on m'interdit. Et petit à petit, je les fais évoluer dans leur définition de la règle en leur montrant par des exemples, ou précisément, je prends l'exemple des feux de la circulation. C'est-à-dire quand c'est vert, on peut passer, et quand c'est rouge, on ne peut pas passer. Mais c'est parce que c'est rouge, c'est parce qu'on m'interdit, et là c'est la définition interdictive de la règle, que à ce moment-là, il y en a d'autres, parce que c'est vert, qui peuvent passer. Donc une règle, ce n'est pas quelque chose qui est interdit, mais aussi quelque chose qui permet. Et c'est peut-être, et alors là on débouche sur la notion de droit et de devoir, c'est peut-être parce que ça interdit quelque chose que ça permet aussi, disons, quelque chose. Donc voilà, si vous voulez, comment on peut éviter à une discussion, disons, de s'enliser en partant d'exemples, mais en demandant, à partir de là,
les attributs d'un concept, c'est-à-dire ses caractéristiques, ce qui est commun à tous les exemples qui viennent d'être par exemple, disons, donnés. Une autre question qu'on me pose extrêmement souvent, c'est finalement, comment vous commencez finalement? Comment vous commencez? Alors moi je préfère commencer toujours par une question plutôt qu'une notion et un thème. Alors je vous disais pourquoi tout à l'heure, parce que une question, c'est ce qui met individuellement et collectivement en recherche. Quand une question est posée, surtout quand c'est soi-même qui la pose à soi-même, eh bien on a envie d'une réponse. La question appelle une réponse. Et donc, la question appelant une réponse, elle amène à ce moment-là, disons, à se mettre, disons, en recherche. Alors, tout le problème, c'est comment avoir des questions. Les meilleures questions, ce sont les questions que les élèves se posent. C'est pour ça que je travaille avec un certain nombre d'instituteurs qui ont une boîte à questions dans leur classe. Et les élèves mettent régulièrement, il y a un petit temps, 2 minutes à la fin, par exemple, on peut faire ça 2 ou 3 fois par semaine. Écoutez, donc bon voilà, c'est le moment de poser des questions. Vous marquez à ce moment-là une question qui vous intéresse. Alors il y a 2 critères qui vous intéressent et dont vous aimeriez parler avec les autres, parce qu'il y a des questions qui sont tellement chaudes qu'on se les garde pour soi, si vous voulez. Voilà. Une question qui vous intéresse et dont vous aimeriez parler avec les autres. Et parfois, j'ajoute un peu pour être provocateur, et à laquelle personne ne vous a jamais répondu, alors que vous l'avez posée plusieurs fois. Voilà. Donc là, dans la boîte à questions, on trouve beaucoup donc, de questions. Et à un moment donné, bon, 1 fois par semaine, par exemple, je fais ça avec les instituteurs et institutrices avec lesquels je travaille, on retourne donc la boîte à questions, on sort toutes les questions et là, on va faire un tas. Il va y avoir les questions qui peuvent être traitées philosophiquement et les questions qui ne peuvent pas être traitées philosophiquement. Alors, ça suppose qu'on ait des critères pour distinguer en quoi une question est philosophique, en quoi elle ne l'est pas. Alors, une question philosophique est philosophique, ça c'est important pour le choix des questions qu'on va poser dans une DVDP, lorsqu'elle est générale et abstraite. Si vous voulez, elle vise quelque part à l'universalité. Quand je pose la question, disons, qu'est-ce que grandir? Ce n'est pas la même chose de poser la question, est-ce que Thomas a grandi? Est-ce que Thomas a grandi? C'est une question de fait à laquelle je peux répondre très facilement. Qu'est-ce que grandir? C'est pas facile parce qu'on peut grandir par la taille, on peut grandir par l'âge, on peut grandir dans sa tête, etc. Donc, ça demande aussi une certaine, disons, réflexion. Voilà. Donc, une question, disons, philosophique, c'est une question générale et abstraite qui n'est pas une question de fait, mais qui est une question qui suppose qu'il puisse y avoir plusieurs réponses possibles, donc qui n'est pas à laquelle on ne peut pas répondre immédiatement. Donc, on est obligé de réfléchir. Et on est obligé de réfléchir parce que précisément, il y a plusieurs réponses. Donc, suffisamment générale et abstraite, qui me concerne moi, mais qui concerne en même temps, disons, tous les humains. C'est une question qui concerne, disons, la condition humaine, qui a plusieurs réponses possibles et qui demande une certaine réflexion. Et là, à ce moment-là, si vous voulez, donc on fait un peu un tri. Par exemple, qu'est-ce qu'un marteau? Ce n'est pas une question philosophique. Pourquoi les hommes ont inventé la technique? Ça, c'est une question, si vous voulez, donc philosophique. Et puis ensuite, après, on peut passer à un vote. C'est-à-dire, finalement, donc, bon, ben voilà, on a plusieurs questions, lesquelles vous voudriez aujourd'hui. Ça peut nous faire aussi un programme pour plusieurs semaines, suivant la façon de vous organiser, disons, votre progression. Dernier point, peut-être, enfin, j'en ai des tas, bon, je vois l'heure, bon, vous avez certainement, vous aussi, des questions très précises à poser. Là, j'essaye un petit peu de balayer les questions qui sont les plus récurrentes. Évidemment, on ne va pas laisser les élèves en reguette les uns contre les autres, derrière les autres. On va les mettre en cercle, ça c'est très important pour qu'ils se voient. Le dialogue se fait en face à face, il faut voir le visage de l'autre pour pouvoir parler. Et c'est très important aussi de sortir de la classe. C'est-à-dire, s'il y a la possibilité d'aller dans un endroit, si vous voulez, l'endroit par exemple, bon, où on fait un peu de gymnastique, etc. Donc bon, où on peut s'asseoir par terre, si vous voulez, les uns face aux autres, etc. Parce que ça déscolarise l'atelier philo. Ça montre que c'est un endroit, si vous voulez, donc il est un petit peu différent. Et puis, très important aussi, on peut commencer et finir avec un rite. Par exemple, en grande section de maternelle, si vous avez vu le film Ce n'est qu'un début, c'est un film pendant 1 an et demi en grande section et en moyenne section et en grande section de maternelle, et où la maîtresse commence par allumer une bougie. Et en même temps, c'est très symbolique. Allumer une bougie, c'est la lumière de la philosophie, c'est la lumière, si vous voulez, de la raison. Et les élèves savent que c'est le moment de la philo. Et puis, à la fin, on éteint à ce moment la bougie, et ça, c'est la fin. Donc, les rites de commencement, d'inclusion, si vous voulez, et les rites de clôture sont des moments qui formalisent, moi j'aime beaucoup les rituels, le moment, le capital temps, si vous voulez, donc philo.
Et dernier point, peut-être sur les supports. Les gens me disent souvent, mais comment on fait? Alors, on peut pas parfois commencer un petit peu à froid par une question que les élèves ont d'une part ont posée, d'autre part ont choisi. Mais c'est intéressant d'avoir des supports. Les supports sont comme un porteur, c'est une médiation. Alors ces supports, ça peut être un album de littérature de jeunesse. Il y a maintenant des albums de littérature de jeunesse qui sont très intéressants, consistants, résistants, qui donnent lieu à pas mal d'interprétations et qui permettent après, une fois qu'on a lu, si vous voulez, un petit peu donc l'album, de poser, que les élèves posent des questions par rapport à l'histoire donc de l'album. Ça peut être aussi des mythes. J'ai créé un ouvrage qui s'appelle Débattre à partir des mythes, où là, ce sont les mythes de Platon qui ont été transformés par Sylvain Connac en de petites histoires et on raconte bon, ces histoires. Et puis à partir de là, donc il y a des questions qui peuvent être posées. Par exemple, sur le mythe de Gigès, c'est est-ce que si on a du pouvoir, donc on reste un homme honnête, quoi, si vous voulez. Donc voilà. Alors que Gigès, lui, bon, avec son anneau magique qui le rend invisible, il se rend auprès du roi, il le tue et il devient le roi, si vous voulez, donc de la cité. Et donc cet anneau, c'est qu'on trouve dans le Seigneur des Anneaux, a rendu Gigès finalement, si vous voulez, donc méchant, comme disent donc les enfants. Mais donc voilà, ça peut être des albums de littérature jeunesse, je pense à Yacouba par exemple, ou des mythes. Ça peut être aussi des BD, ça peut être des images, ça peut être des extraits de films, un court extrait de film par exemple. Oui. Tous ces supports sont importants parce qu'ils sont concrets, ils sont intéressants pour les enfants, motivants, et ils sont bons supports pour poser, disons, un certain nombre disons, de questions. Voilà. Et puis, alors les questions qu'on me pose aussi, mais ça, bon, on verra si vous avez posé ce type de questions, sinon j'aurai l'occasion d'y revenir, c'est comment être sûr que c'est bien de la philosophie que je fais. Et c'est vrai que quand on a fait de la philosophie en classe terminale, ben, la philo c'est loin, quand on est instit par exemple, etc. Et que ben, il y a un problème de légitimité. Moi, je ne suis pas prof de philo, je n'ai pas fait d'études de philo. Qu'est-ce que c'est qui m'autorise finalement à animer, disons, des ateliers philo? Et c'est là où c'est important de savoir à quelles conditions une discussion devient philosophique, a une visée philosophique. Et puis il y a trois, si vous voulez, donc processus de pensée qui sont nécessaires. Il faut amener les enfants à se poser des questions, à poser des questions aux autres, problématiser. Il faut les amener finalement à définir un petit peu donc, les mots qu'ils utilisent, les notions, les idées générales et abstraites, ce qu'on appelle conceptualiser. Et lorsqu'ils soutiennent un point de vue pour répondre, disons, à une question, ben, il faut qu'ils donnent des objections. Ça, c'est très important. Et il faut aussi qu'ils puissent faire des objections rationnelles à une thèse, c'est-à-dire un point de vue qui est opposé au leur. Et ce sont ces trois processus de pensée, problématiser, conceptualiser, argumenter, qui vont donner une visée philosophique. Et nous, on sera là, il n'y en a que trois, hein, c'est facile de les avoir un petit peu dans la tête. Tu peux expliquer pourquoi? Et pourquoi tu dis ça? Ça, c'est une demande d'argumentation. Est-ce que tu peux définir là le mot que tu viens d'utiliser? Tout le monde ne le connaît peut-être pas. Et là, à ce moment-là, on demande une définition. C'est des interventions légères à ce moment-là, mais qui amènent les élèves à mettre en œuvre des processus de pensée. Voilà, écoutez, on a encore, je crois, vers 25 minutes là. Donc, j'arrête un petit peu mon discours magistral. Et je compte maintenant sur Roselyne et Frédéric pour me dire un petit peu, parce que je n'ai pas tout géré, un petit peu l'ensemble des questions donc, que vous avez posées sur le chat ou que vous voulez me poser oralement maintenant. Michel, il y a une première question de Marie en fait, qui vous demande si vous aviez filmé à l'époque votre toute première séance de DVDP ou si vous avez déjà filmé une première séance avec un nouveau groupe. La première séance, j'ai pendant une vingtaine d'années formé des futurs instituteurs et ils devaient me rendre 4 pages, une page sur l'intérêt pour eux, pour les enfants, de faire ce genre de choses-là, le dispositif qu'ils avaient mis en place, avec donc le niveau, les difficultés auxquelles qu'ils avaient rencontrées et les moyens qu'ils essayaient de mettre en place, disons, pour y parvenir. Et à ce moment-là, donc un certain nombre, disons, d'étudiants avaient accompagné leurs 4 pages d'une vidéo de leur propre. Alors c'est pour ça que ça a été extrêmement intéressant pour moi. Malheureusement, donc, je ne les ai pas gardés, donc je ne peux pas vous renvoyer à YouTube ou à un truc extrêmement disons, particulier. Mais par exemple, donc, j'ai eu des vidéos sur comment ça, en moyenne section de maternelle. Moi, je n'avais pas osé de le faire. Elles, c'était souvent des filles, elles avaient osé. Et donc, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on commence, c'est jamais parfait. La DVDP, moi j'ai mis 3 ans hein, avec Sylvain Connac et
Une fois, moi, j'observais, une fois, lui animé et inversement. Et ce n'est que petit à petit qu'on a mis au point, disons, ce dispositif, mais que chacun doit adapter, disons, à son propre caractère. Et surtout, on a des difficultés au départ, parce que ça suppose d'une part de gérer un groupe. Bon, gérer un groupe, bon, c'est pas facile, hein. Surtout quand ce groupe est une discussion. C'est pas facile de gérer une discussion, disons, un débat. Et puis ensuite, il faut gérer un débat qui a une visée philosophique. Donc, Yankelevitch disait, bon, pour commencer, il n'y a pas de commencement au commencement. Pour commencer, il faut du courage. Voilà, voilà ce que disait Yankelevitch. Et vous aurez donc des difficultés. C'est pour ça que j'ai fait un petit peu donc, cet article sur la typologie des difficultés, où je recense l'ensemble des difficultés. Mais moi qui anime depuis plus de 20 ans maintenant des discussions à visée démocratique et philosophique, j'éprouve de temps en temps aussi un certain nombre de difficultés. Que je veux dire, on n'est jamais parfait. Et petit à petit, c'est pour ça que c'est très important au début de s'enregistrer soi-même pour voir un petit peu ce qu'on a fait, dire ah mais j'aurais dû leur demander ça à ce moment-là, ah j'ai pas pensé à ceci, etc., etc. Donc d'essayer d'analyser, c'est intéressant aussi quand on le fait à deux, ou de commencer avec quelqu'un par exemple qui nous observe et qui après va partager un petit peu avec nous donc celui ce qu'il a observé, parce que l'analyse des pratiques c'est quelque chose qui nous rend beaucoup plus performants après dans la façon dont on commence. Encore deux autres questions, Michel. Alors, une question de Nathalie, en fait, qui demande comment mettre en place des DVDP en classe virtuelle. Ça, c'était justement le propos de Madame Pédron dans la séance d'avant, en fait, qui avait expliqué comment animer une DVDP au lycée. Donc là, Michel, je ne sais pas comment vous pouvez répondre pour le primaire. Oui, ah ben, là, moi, je suis aussi un peu un bleu dans la mesure d'où l'atelier philo en distanciel, j'ai connu ça moi, pendant le confinement au mois de mars, disons, de l'année dernière. Donc, j'ai eu tout à inventer et tout à découvrir. L'atelier philo en distanciel, c'est une nouvelle pratique philosophique. Alors, je suis en train de préparer pour Canopé un dossier sur précisément les pratiques philosophiques en distanciel. Vous trouverez dans les numéros 85, 86, 87 et 88 de Diotim des articles de formateurs ou de praticiens, y compris de l'école primaire, qui expliquent leurs premiers ateliers, disons, en distanciel. Moi, je vais vous dire les difficultés auxquelles j'ai été confronté. D'abord, je ne maîtrisais pas l'outil technique. C'est-à-dire que, bon, voilà, donc il fallait, j'avais des problèmes à qui donner la parole avec tous ces visages qui sont devant. En plus de ça, moi j'étais sur Zoom, je ne pouvais pas avoir plus de 25 images, puisqu'au-delà de 25 images, il faut un autre ordinateur, etc., etc. Les images sont petites, on ne voit pas quand quelqu'un, je ne savais pas encore qu'il y avait une fonction, lever la main, ou alors on voit une main qui s'affiche sur la personne qui veut parler, donc on sait tout de suite qui c'est qui a levé la main. Bref, la maîtrise de l'outil technique est absolument, disons, fondamentale quand on fait un atelier philo, disons, en distanciel. Par contre, l'atelier philo en distanciel, il a énormément, disons, d'avantages. Il a, par exemple, comme avantage le fait qu'il n'y a pas de bavardage, puisqu'effectivement, donc, les élèves, ils sont chacun, disons, chez eux. Alors, ils peuvent être, effectivement, disons, dérangés par leur chat, ou par leur petit frère, ou par leurs parents, etc. Donc, c'est pas quand même, bon. Ensuite, le distanciel, ça peut introduire aussi la fracture numérique entre ceux qui n'ont pas beaucoup de place, qui sont fréquemment dérangés, donc chez eux, etc., et puis ceux qui ont leur propre chambre, etc., etc. Donc ça, c'est quand même, disons, des inconvénients. Il y en a qui ont des tablettes ou des smartphones, c'est beaucoup moins confortable que quand, à ce moment-là, disons, on fait le distanciel sur son propre, disons, ordinateur. Enfin, si vous voulez, il y a des tas de problèmes liés à la technique. Par contre, il y a des avantages. Un des gros avantages, par exemple, c'est que vous avez une fonction, par exemple, disons, sur Zoom, où vous pouvez divisez par exemple votre classe, supposons que vous ayez une classe de 20 élèves, en 5 groupes de 4. Alors, il y a une fonction en groupe, et c'est aléatoire, ça c'est intéressant, parce qu'à ce moment-là, les élèves ne vont pas uniquement avec les gens qu'ils aiment bien, si vous voulez. Et donc, vous dites simplement un nombre de groupes, vous mettez 5, et à ce moment-là, les élèves se trouvent en groupe dans lesquels vous pouvez aller. Mais ils ne se trouvent plus qu'avec, si c'est un groupe de 5, 4 de leurs camarades. Ils se trouvent de long là, et si vous avez des consignes, disons, auparavant, à ce moment-là, si vous leur donnez comme consigne, faites une liste des avantages de grandir, et à un autre groupe, par exemple, faites une liste des inconvénients de grandir, etc. etc. Après, quand on ramènera tous ces groupes en séance plénière, et là c'est la fonction, hop, immédiatement, ils sont ramenés, si vous voulez, donc dans la séance plénière. Alors, on ne perd pas de temps parce qu'ils n'ont pas à sortir, il n'y a pas de bruit.
en les mettant dans plusieurs groupes, disons dans la même salle, puisque se trouvent au calme, si vous voulez, dans une salle, etc. Donc, tout le problème des méthodes actives par le travail en groupe en distanciel est énormément, si vous voulez, disons, favorisé. Sinon, on va trouver évidemment en distanciel toutes les difficultés que l'on va trouver, c'est-à-dire être vigilant sur les processus de problématisation, de conceptualisation, d'argumentation, mais ça, ce n'est pas propre, disons, au distanciel. On l'a aussi, disons, en présentiel. Donc moi, actuellement, de ma pratique, puisque j'ai animé pas mal d'ateliers philo, que ce soit avec des enfants ou dans le cadre de mon café philo avec des adultes depuis un an, etc., ça va de mieux en mieux parce que, je maîtrise davantage maintenant l'outil, et la maîtrise de l'outil, on est en surcharge cognitive quand on ne maîtrise pas l'outil, on tâtonne, etc. Donc, bon, ça nous disperse, etc., etc. Donc, il faut maîtriser, disons, l'outil. Mais une fois qu'on maîtrise, disons, l'outil, on s'aperçoit que dans l'outil, il y a un certain nombre d'avantages qu'on n'avait pas, disons, dans le présentiel. Et donc, il faut un petit peu, disons, persévérer. Et là aussi, par exemple, ça peut être intéressant de commencer à deux, avec un qui travaille uniquement sur le fond et l'autre qui est sur la logistique, c'est-à-dire sur les questions, etc., sur la connexion. Le problème, si vous voulez, donc, avec les enfants, c'est que les enfants ont des problèmes de connexion. Et que très souvent, il faut demander un petit peu aux parents de leur connecter, par exemple, disons, l'ordinateur, etc. Ça aussi, ça a été un petit peu, disons, une difficulté donc, que j'ai rencontrée. Ce qu'il faut viser dans l'atelier philo en distanciel, c'est l'autonomie, ce qu'on peut appeler l'autonomie numérique, c'est-à-dire la capacité pour un enfant de se servir tout seul. Alors assez vite, les enfants arrivent par exemple à ouvrir et à fermer leur micro. Donc alors, moi je leur demande par exemple de les voir, d'ouvrir leur caméra, mais tous de fermer leur micro. Et quand il y en a un qui veut disons, parler, il appuie à ce moment-là sur la petite main, donc je le vois, je lui donne la parole, et à ce moment-là, il doit appuyer à ce moment-là sur son micro, et à ce moment-là, disons, il parle. Et il parle sans être interrompu, disons, par personne. Et puis ensuite, mais alors souvent, il y en a qui oublient, une fois qu'il a parlé, d'éteindre à ce moment-là son micro. Voilà, et tout ça, mais quand on le fait plusieurs fois, c'est une habitude. Tout ça, ce sont des habitudes. Et beaucoup de gens hésitent beaucoup à faire des ateliers philo en distanciel, des ateliers philo comme d'autres ateliers, etc. Mais tout simplement parce que c'est une pratique nouvelle et qu'on n'a pas reçu de formation, en tout cas, disons, jusqu'à maintenant, disons là-dessus, parce qu'on maîtrise mal l'outil numérique ou parce qu'on éprouve une réticence au changement, soit parce qu'il faut utiliser un outil, soit parce que ça bouleverse un petit peu, disons, nos routines. Mais dès qu'on voit que ça peut apporter un certain nombre de choses nouvelles par rapport au présent, à ce moment-là, on voit peut-être différemment, disons, l'outil. Plusieurs questions encore, Michel. Dans le chat, une question de Stéphanie qui vous demande comment soutenir une enseignante qui n'est pas convaincue par le rôle d'observateur des élèves, car ceux-ci n'arrivent pas à s'en saisir. Elle prend l'exemple d'une classe de CE1 et elle demande si faut-il abandonner ce rôle un temps. Mais le plus facile, par exemple, à observer pour un élève, c'est de préciser les fonctions au niveau du CE1. C'est-à-dire, on demande à un élève de surveiller, pas surveiller, c'est exactement le contraire, d'observer, si vous voulez, sans jugement de valeur, le président de séance avec, et on le fournit, le petit outil du cahier des charges. À savoir, il y a marqué sur la petite feuille que je donne à l'observateur du président de séance, est-ce que le président de séance a dit aux élèves qui ne levaient pas la main mais qui intervenaient sans lever la main, de lever la main pour parler. Est-ce qu'il a bien marqué les élèves dans l'ordre d'inscription? Est-ce qu'au bout de, c'est un temps qui a été fixé, 10 minutes, il a tendu la perche aux élèves qui ne s'étaient pas exprimés jusqu'à maintenant? Et chaque fois, l'élève il peut mettre une croix pour savoir s'il a bien accepté son cahier des charges, etc. Un observateur, surtout quand les gens disons, sont jeunes, ne peut fonctionner que si l'élève a un outil pour observer. Sinon, il va se disperser. Il est là, il regarde, il écoute, et puis après, il passe à dire autre chose. Donc, il faut qu'il ait quelque chose à faire. Donc, le cahier des charges de l'observateur, c'est en fonction du petit outil qu'on lui donne, de remplir, disons, cet outil de manière après, à ce que quand on est dans la phase, disons, d'analyse, on puisse lui dire, alors, tu as observé le président de séance, qu'est-ce que tu as observé? J'ai observé, par exemple, que il donnait toujours la parole à son copain. Voilà. Donc lui, il a observé qu'effectivement, la répartition de la parole n'était pas égale et donc ce n'était pas aussi démocratique que ce qu'on pourrait le souhaiter quand on a un cahier des charges, disons, de président de séance, etc. Même chose, si vous voulez, pour le reformulateur.
D'autant plus que quand on est observateur, disons, d'un reformulateur, on est obligé aussi de bien écouter ce qui se dit et de comprendre ce qui se dit, puisqu'il faut marquer est-ce que le reformulateur déforme ce qui a été dit par l'élève qui a parlé. Et donc, ça l'oblige effectivement à bien écouter le premier élève pour savoir si le reformulateur il est fidèle ou pas, si vous voulez. Voilà un certain nombre de choses. Ne mettez jamais, disons, des observateurs sans un cahier des charges de l'observateur écrit qui l'amène à remplir quelque chose, une activité à faire. Michel, une autre question de Kim Lee qui demande comment démarrer une DVDP avec des grandes sections. Sur le thème de grandir, par exemple, est-il conseillé de démarrer en s'appuyant sur des albums et d'apporter du vocabulaire aux élèves, ou est-il possible de démarrer directement par une question sans activité préliminaire? Mais, tout est possible, si vous voulez. Donc, commencez par qu'est-ce que grandir. Voilà. Pour vous, qu'est-ce que c'est que grandir? Et là, ils vont dire leur représentation. Grandir, c'est manger de la soupe. Je ne sais pas, moi, grandir. Bon, voyez, bon. De toute façon, à une question comme qu'est-ce que grandir, ils vont avoir un petit peu des choses à dire. C'est devenir plus grand. Plus grand. Mais qu'est-ce que ça veut dire plus grand? Être plus grand, par exemple, c'est quand on te mesure, là, bon, c'est ça. Donc, voilà. Et là, effectivement, donc, on dit ben, être plus grand, à ce moment-là, par la taille. Et là, j'apporte le mot, s'il n'a pas été donné, si vous voulez, disons, par l'élève. Donc, on peut prendre la question, si vous voulez, telle qu'elle. Par contre, c'est très important, par exemple, là, on peut avoir des images. On peut montrer des images de personnes qui sont plus ou moins grandes. Mais quelle différence il y a entre ces différentes images? Ah ben, il y en a qui sont plus grands que d'autres, etc., etc. Et donc, à ce moment-là, et si c'est la même personne, c'est besoin que ce soit la même personne, par exemple. Ah ben oui, elle a grandi. Elle a grandi comment? Ah ben, parce qu'elle est plus grande. Elle est plus grande comment? Elle est plus grande par la taille? Ah non, elle est plus grande par l'âge. Ah oui, parce que c'est ce qui lui a permis finalement l'âge de pouvoir, disons, grandir. Donc ça peut être des images. Ça peut être aussi, si vous voulez, une petite BD. Une petite BD, ça peut être, disons, intéressant. Ça peut être aussi, disons, un petit film, type Miss Question, etc., des petits films ad hoc qui ont été faits, disons, sur un certain nombre de thèmes. Ce qui est intéressant avec les élèves de grande maternelle, c'est que comme ils ne dessinent pas, comme ils ne lisent pas, les images leur parlent. Et c'est la raison pour laquelle, bon, on peut avoir aussi des marionnettes. On peut bien travailler, par exemple, disons, avec des marionnettes et faire parler ces marionnettes ou les faire parler. Par exemple, moi je tiens la marionnette et c'est moi qui parle. Moi, j'aimerais être plus grand. Et je passe à la marionnette qu'est-ce qu'il voudrait répondre bon, on a donné un nom à la marionnette. À ce moment-là, je donne la marionnette à quelqu'un, c'est un peu le bâton de parole, mais je peux même demander à un élève en grande section de maternelle d'être le responsable du micro, j'appelle ça moi le responsable du micro, le responsable de la marionnette. À ce moment-là, il donne la marionnette à quelqu'un d'autre et il répond « Ah ben moi je te réponds que… » Et voilà, il répond le jeu de marionnette est assez intéressant pour introduire, disons, un dialogue au niveau d'une grande section de maternelle. Michel, il y aura encore des questions de Marie et Kim Lee, je les relais juste après, mais Nathalie, qui n'avait pas encore posé de questions, demande pour faire découvrir les DVDP à des enseignants, est-il judicieux de leur en faire vivre un entre adultes? Absolument. Moi, toutes les formations que j'ai organisées depuis, j'ai fait ma première formation, ça devait être en 2000, donc ça fait 21 ans maintenant, donc que je fais de la formation de futurs instituteurs. Toutes mes formations sont à base, si vous voulez, de DVDP. C'est-à-dire, ma première journée, par exemple, j'explique un petit peu ce que c'est que la DVDP, les tenants, les aboutissants, bon, à partir de PowerPoint. Et puis, immédiatement après, on vit une DVDP et avec des observateurs qui ont des choses extrêmement, disons, ciblées et, disons, à observer. Puis ensuite, on va manger. Et l'après-midi, on a 1h30. 1h30 pour analyser la DVDP qui a duré 1 heure, si vous voulez, donc le matin. Et là, systématiquement, on analyse en commençant toujours par l'acteur, c'est-à-dire par le président de séance, et après, je demande à l'observateur du président de séance, à ce moment-là, disons, d'intervenir. Et puis ensuite, donc, à l'intercession, ils vont animer des DVDP sur le terrain, et à une autre session, disons, de formation. À ce moment-là, ils arrivent avec un petit peu, donc, dans un premier temps, donc, toutes les difficultés auxquelles qu'ils ont rencontrées, elles sont nombreuses, et là, je réponds un petit peu. Après, on vit une deuxième
disons, DVDP. Alors, la première DVDP, je l'avais fait sur une question. La deuxième DVDP, je l'ai fait à partir d'un texte, que ce soit un album de jeunesse ou bien un mythe, si vous voulez, de Platon, pour changer à ce moment, disons, le support. Et même chose l'après-midi. Voilà. Donc, il me semble que la meilleure manière de se former à animer des discussions à visée démocratique, c'est d'en vivre soi-même de l'intérieur. Alors, je relaye 2 questions qui sont assez complémentaires, hein, Michel. Une de Marie qui demande: «Expliquez-vous tous les rôles aux participants à la première séance ou petit à petit au fil des rencontres?» Et déjà, si vous pouvez répondre à celle-là, je vous relaye celle de Oui, Kimli après. si on n'a jamais encore commencé et qu'on veut commencer, moi je crois qu'il faut quelque chose de progressif. D'abord, il faut que ce soit suffisamment fréquent. Par exemple, 1 heure par semaine, c'est pas mal. Hein. Par exemple, au primaire, dans le cadre de l'enseignement moral civique, là, on est complètement dans les clous, si vous voulez, donc par rapport à l'horaire, au programme, etc., etc. Donc bon, voilà. Mais on n'est pas obligé de mettre tous les rôles en disant en même temps. Le plus facile à mettre de rôle, c'est le président de séance. Alors, le président de séance, c'est quelqu'un qui va gérer la discussion sur la forme à partir des 5 règles démocratiques donc, que j'ai mises en place. Lui, il gère la forme de la discussion. Et moi, je vais gérer le fond. Et de gérer le fond, ça me libère complètement, si vous voulez, donc sur la forme. C'est-à-dire que, bon, comme je n'ai plus à gérer, moi, qui va parler, etc., moi, je me concentre à ce moment sur le fond. Donc, je suis beaucoup plus efficace en gérant le fond parce que j'ai un président de séance sur la forme. Ça, c'est un des avantages de la pédagogie coopérative qui fait que en transmettant une partie de son pouvoir, on n'y perd pas, mais on y gagne quelque part, si vous voulez, donc en efficacité. Alors, c'est le plus facile à faire. Et puis, il y a toujours des volontaires pour être président, si vous voulez. Après, une séance d'après, on peut introduire, disons, le reformulateur. Après, on peut introduire, disons, une 3e séance, le synthétiseur. Alors, le synthétiseur, c'est assez facile. C'est difficile d'avoir des élèves volontaires pour être synthétiseur parce qu'ils vont prendre en note de ce qui se dit. Or, le passage à l'écrit, c'est toujours très difficile pour un certain nombre d'élèves. Mais par contre, les élèves qui sont bons en écrit et qui n'aiment pas aussi parler à l'oral, donc, je travaille sur le principe du bénévolat, au moins au début. Et donc, au bout de 2-3 séances, je mets en place progressivement, et moi je conseille, si vous voulez, donc de mettre en place progressivement, comme ça les élèves ne sont pas débordés par l'ensemble des consignes et par la complexité, disons, du dispositif, et ils s'entraînent petit à petit comme ça. De la même manière que je demande toujours à un observateur du président à la séance d'avant d'observer le président, comme ça la séance d'après, c'est lui qui est président de séance. Comme ça, il a commencé à la séance d'avant par observer de l'extérieur la fonction de président de séance, et puis après, il va la vivre, et puis il va l'analyser, mais alors de l'intérieur. Donc il y a une espèce de progression dans l'acquisition, si vous voulez, donc du cahier des charges des différentes fonctions. Et puis ensuite, la mise en place des fonctions, elle est différente aussi selon l'âge. Il est évident qu'en grande section de maternelle, je ne vais pas mettre de synthétiseur, il ne savait pas écrire, si vous voulez. Donc, au CP, c'est extrêmement difficile. À la fin du CP, on peut avoir des élèves qui écrivent, par exemple, disons, une phrase. Mais c'est à partir véritablement du CE1 que j'ai un président de séance. Par contre, à partir de la grande section de maternelle, je peux avoir déjà un reformulateur, c'est-à-dire quelqu'un qui va répéter ce qu'un élève vient de dire. Et à ce moment-là, si vous voulez. Oui. Juste, Michel, puisqu'il y a une question qui est exactement sur ce que vous êtes en train de répondre, oui. C'est Kimli qui demandait précisément en maternelle, la mise en place des rôles me semble compliquée. Avez-vous un retour pratique sur cette mise en place? Vous en étiez là en fait. Alors, j'ai travaillé pendant 2 ans en grande section de maternelle d'Alain Delsol, donc à Gruissant, donc à côté de Narbonne. Et on a testé toutes sortes, disons, de dispositifs. Et un dispositif qui nous semblait très intéressant était celui-ci. D'abord, on avait un micro avec un amplificateur et un fil. Le responsable, alors les élèves étaient en rond. On avait séparé sur les élèves qui se connaissaient bien, c'est-à-dire qui ont tendance à se mettre, disons, à côté. On avait séparé aussi les filles donc, et les garçons, de manière à ce que se trouve vis-à-vis de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, c'est plus difficile de bavarder avec quelqu'un qu'on ne connaît pas qu'avec quelqu'un, disons, qu'on connaît. Pas non plus de choses, si vous voulez, donc sur la tête, etc., parce qu'à ce moment-là, donc ils commencent à se disperser avec les choses qu'ils ont dans les mains, avec les vêtements, donc qu'ils ont, etc. Donc, on a cherché quelles étaient les postures physiques les plus propices à philosopher, si vous voulez, donc en classe maternelle. Puis ensuite, donc au milieu, on avait donc le responsable donc du micro, le responsable, disons, de la marionnette, qui lui regardait le président de séance.
Le président de séance, lui, donnait la parole à un élève donc, qui levait la main. Et puis ensuite, alors, le responsable du micro de la marionnette portait à ce moment-là, disons, le micro à celui qui avait été désigné par le président de séance, et à ce moment-là, il intervenait. Alors, les rites suivants nous ont semblé très importants. C'est-à-dire, on donne le micro à un élève, donc c'est un premier marqueur, comme quoi c'est lui qui va parler. Deuxièmement, il se lève. Tout le monde m'entend. C'est le gros avantage, si vous voulez, donc, du micro, c'est qu'on perd un temps infini, quand on n'a pas de micro, à dire tu peux parler plus fort ou de redire ce que l'élève vient de dire, etc., parce qu'il a une voix fluette, tout le monde ne l'entend pas, etc. Le micro résout les problèmes d'écoute dans la classe, parce que tout le monde entend ce qui vient d'être. Ça devrait s'arrêter à 15h, donc je pourrais... 15h, j'ai aucune idée de quelle heure. Il est moins 3, moins... donc dans 5 minutes, max. Ouais. Il faudrait couper votre micro, madame, s'il vous plaît. La présidente, le président de séance, on apprend à être président de séance en grande section de maternelle. C'est-à-dire, un enseignant, lui, quand il sait regarder un groupe, c'est-à-dire il ne regarde pas uniquement en face, il regarde à gauche, il regarde à droite. Un président de séance de 5-6 ans, il regarde en face. Donc à ce moment-là, je dis, pour aider l'élève de grande section de maternelle à tourner la tête, je lui dis, tu vas donner une première fois la parole là, et je lui montre, une deuxième fois la parole là, et là je montre en face, et une troisième fois la parole là. Et là je montre, si vous voulez, donc à droite. Comme ça, il apprend à tourner la tête, à regarder un groupe et non pas... Voilà. De la même manière que ça s'apprend à écouter. Et c'est vrai que les élèves, bon, leur capacité d'adaptation au niveau de la grande section de maternelle est extrêmement faible. Alors c'est la raison pour laquelle moi je suis, si vous voulez, entre le président de séance qui est à ma gauche pour l'étayer, et il a demandé la parole. Voilà. Et en même temps, donc au cas où il n'arrive pas très bien à s'en sortir. Et j'ai le reformulateur à ma droite, que je vais étayer aussi. Et là, quand le président de séance a donné la parole à quelqu'un, à ce moment-là, je me tourne vers le reformulateur en disant hey, regarde-le bien, écoute bien ce qu'il va dire, parce qu'après, tu vas nous redire ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire, je focalise, si vous voulez, son attention, et c'est comme ça, à ce moment-là, que le reformulateur, donc plusieurs fois pendant les 10 minutes, hein, parce qu'il faut répéter pour arriver à s'entraîner, à acquérir, disons, des compétences, et bien il apprend finalement, disons, à reformuler. Donc, je disais que celui qui parle, il a le micro, donc tout le monde l'entend, il se lève, deuxième marqueur, donc tout le monde le voit. Et troisièmement, il dit Michel, son prénom, très important. Ça veut dire que parler en public, hein, ça c'est très citoyen, c'est un apprentissage et c'est la façon de signer une parole. Je suis Michel, c'est-à-dire maintenant je suis responsable de la parole que je vais dire, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui n'est pas quiconque, comme dit Lacan, et donc je signe, disons, ma parole. Donc, micro, je me lève, je dis mon prénom et je parle. Et ces rites, bon, qui peuvent paraître curieux, disons au début, ils sont vite acquis. Les enfants, ils ont une plasticité qui est absolument, disons, extraordinaire. Comme avec Alain Detzel, on faisait ça toutes les semaines, ils avaient cette habitude, si vous voulez. Et progressivement, on a stabilisé ce dispositif où, dès la grande section de maternelle, il y avait un président de séance, un reformulateur et pas de synthétiseur, hein, pas de synthétiseur, puisque précisément, donc, le synthétiseur, il ne savait pas écrire. Donc, le synthétiseur, je ne le fais intervenir que fin CP, début CE1. Si vous voulez, les observateurs au début du CE1 pour les différentes fonctions, et dans le cycle 3, des observateurs, non seulement pour les fonctions, mais aussi, et ça c'est très important, pour les différents processus de pensée. Et là, c'est là où dans le cahier des charges, il faut vraiment des outils pour observer s'il y a du questionnement, disons, dans le groupe, s'il y a des arguments donc, qui sont échangés, s'il y a des thèses qui sont émises, etc. Mais ça, c'est simplement, disons, pour le cycle 3. Michel, une question justement sur les observateurs, une question d'Aline qui demande, avec par exemple 25 enfants, si l'on organise 2 cercles avec le cercle extérieur d'observateurs, cela ne fait-il pas trop d'observateurs en fait? Ça ferait 12 ou 13 observateurs? Non, parce qu'en même temps qu'on fait venir le cercle extérieur, disons, à l'intérieur, on change en même temps de président, de reformulateur et de synthétiseur. Donc ça veut dire que finalement, si on a coupé son groupe en 2, eh bien, l'ensemble, disons, des fonctions se trouve dans chaque cercle. Donc, c'est le premier cercle à l'extérieur donc, qui observe, disons, au début
Et puis ensuite, ils viennent à l'intérieur du cercle. Et c'est là où, à l'intérieur du cercle, on a un président de séance qui ne l'était pas puisqu'il était observateur. Donc là, il y a un changement de rôle. Et le reformulateur, il n'était pas reformulateur puisqu'à ce moment-là, donc il était muet, mais il écoutait. Et donc, c'est très important parce qu'à ce moment-là, ça permet aux élèves, si on procède par 2 cercles concentriques, d'avoir expérimenté dans la même séance au moins 2 rôles. Dans tous les cas, observateur, et sur telle ou telle chose. Et deuxièmement, soit président de séance, soit reformulateur, soit synthétiseur. Oui, pour compléter ce que vous dites, Michel, et pour répondre à Aline, comme on l'avait fait dans la session sur les règles et la loi, où il y avait une douzaine d'observateurs, justement, 3 observateurs observaient un rôle, en fait. Et comme il y a 4 rôles principaux, on arrivait à 12. Oui, d'accord. Je crois qu'on est bon pour les questions. Il n'y a plus de questions dans le chat. Et merci beaucoup, Michel, pour cette présentation très, très claire. Tout le plaisir a été pour moi. Moi, j'aime bien partager, si vous voulez, donc ma pratique, quoi. Surtout que je pense que ça peut aider les autres. Merci. Voilà, Merci beaucoup, Michel. À très vite. Très vite.